Bon, le seul élément qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une reconnaissance désormais réglementaire, puisque pratiquement la veille des élections qui ont amené Emmanuel Macron au pouvoir, la DGCS s'est occupée de faire passer un décret, celui du 6 mai 2017, et pour la première fois déjà, il y a eu l'inscription d'une définition du travail social dans le code de l'action sociale des familles. Donc, on peut se dire qu'en fait, il aura fallu attendre, si on prend comme point de départ pour le travail social les, les premiers engagements de la fin du 19e siècle, il aura fallu attendre un temps tout à fait considérable pour qu'il y ait une reconnaissance au minimum réglementaire, parce qu'il y avait bien une reconnaissance du Conseil supérieur, puis du Haut Conseil du travail social, mais sans qu'on ait une définition très claire du travail social. Et d'ailleurs, quand vous posez la question de où est-ce qu'on en est, on en est à un acte qui a été posé, qui ne règle absolument rien quant à la définition des contours du travail social, puisque le flou le plus grand règne dans les relations entre travail social et économie sociale et solidaire, mais on peut dire aussi entre travail social et intervention sociale. Donc il y a toujours des débats sémantiques un peu pointilleux sur des questions de définition. En réalité, le seul point important qui est introduit par ce décret de 2017, c'est cette idée que il n'y a de travail social que s'il y a une implication forte des personnes accompagnées. Et cette implication, ce n'est pas uniquement le fait que des personnes participent à des instances comme le Conseil de la vie sociale, etc., mais qu'il y ait réellement un apport, des contributions. Et de ce point de vue, on retrouve dans le décret, et ça je crois que c'est vraiment le point important, on retrouve la thématique qui avait été développée par ATD Carmonde sur le croisement des savoirs. Et donc cette idée qu'au-delà des questions de pouvoir et donc d'émancipation, il y a l'idée aussi d'une contribution des personnes à la production de connaissances. Ça, c'est quand même assez nouveau. Et ce qui est dit dans ce texte et qui met évidemment le monde du travail social parfois un petit peu en difficulté, c'est de dire que le travail social, il repose à la fois sur des approches, on va dire, scientifiques, académiques, en tout cas qui relèvent des apports des sciences sociales et des sciences humaines. Il y a la question des apports spécifiques des professionnels, non seulement du point de vue des savoirs pratiques, mais également des savoirs théoriques qu'ils peuvent amener. Et puis, il y a la question des savoirs expérientiels. Ce qui fait que je dirais qu'il y a un acte réglementaire, comme je disais, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il y ait encore une reconnaissance très forte du travail social. Et je dois dire qu'on est dans une période de perplexité, pour ne pas dire d'inquiétude, qui est aggravée par un phénomène sur lequel beaucoup d'associations se penchent aujourd'hui, qui est la question de la baisse d'attractivité du travail social. Et donc, finalement, il y a à la fois un déficit de reconnaissance, mais il y a aussi un appauvrissement du secteur par lui-même. Autrement dit, ce n'est pas uniquement l'impact de forces extérieures, notamment économiques, politiques, etc., qui fragilisent le travail social. Bien entendu, c'est une réalité, ça je ne peux pas vous dire le contraire, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a plutôt un climat assez dépressif en ce moment, et ça c'est un vrai sujet de débat entre nous, parce que ça suppose d'essayer de sortir d'un discours purement défensif par rapport à ça, comme si c'était, comme s'il y avait un extérieur menaçant. Et moi, je pense que l'élément nouveau, c'est que si on fait alliance avec les personnes accompagnées, aidées, si on essaie aussi d'innover, de développer des formes nouvelles de solidarité, d'ailleurs comme vous le faites, peut-être qu'à ce moment-là, on sortira un peu des ornières dans lesquelles nous nous trouvons. Que dire de la crise Covid aussi dans ce contexte? Parce que nous, on constate sur les jardins notamment le fait qu'on a des problèmes de recrutement et il semblerait que des personnes qui peuvent venir chez nous restent chez elles. Il y a une sorte de défiance ou Oui, de mise à distance. Comment cette crise, vous l'avez analysée par rapport à cette il y a situation-là? plusieurs éléments, mais d'ailleurs, vous avez tout à fait raison d'utiliser le terme de défiance. D'ailleurs, dans la littérature, en ce moment, il y a beaucoup de textes ou d'analyses qui abordent
la question du travail social, ou même de l'action sociale en général, sous l'angle de la confiance et de la défiance, et de la méfiance aussi. Et je dois dire que cela signe quand même une difficulté forte. En réalité, je me rappelle avoir participé à un colloque à l'école d'éducateurs de Buc, il y a de ça quand même presque une vingtaine d'années, et l'intitulé c'était Travailler avec la peur. En réalité, c'est un secteur qui est percuté par des phénomènes non seulement de défiance, mais également de peur. Ça, je crois qu'on l'a souvent sous-estimé. C'est une peur par rapport à la violence. D'ailleurs, il y a eu des rapports du Conseil supérieur du travail social sur la question de la violence. Donc ça, c'est un vrai problème parce que les jeunes travailleurs sociaux ne se rendent pas bien compte quand ils rentrent dans le métier des réalités sociales auxquelles ils peuvent être confrontés. Donc, c'est travailler avec la peur. Et je dirais que la crise sanitaire, la confrontation à la pandémie, elle a réactivé ces sentiments de peur avec, avec au moins deux aspects qu'il faut avoir en tête. D'abord, il y a le sentiment de dévalorisation produit par l'idée que les professionnels de l'aide à autrui les plus utiles ne pouvaient être que des paramédicaux. Hein. En tout cas, c'est les blouses blanches qui montent au créneau. Et on se rappelle un discours célèbre du président Macron reprenant la thématique de la première ligne et de la deuxième ligne. D'ailleurs, pendant un moment, on avait bien compris qui était en première ligne, c'est-à-dire les soignants, et c'est une réalité évidemment par rapport au péril des malades. Hein. Mais pendant un temps, il n'était même pas question de travailleurs sociaux. Bon. Dans un deuxième temps, ils sont arrivés dans le paysage, mais toujours en deuxième ligne. Donc il y a un sentiment de dévalorisation par l'idée d'une hiérarchie ou d'une espèce de hiérarchisation de l'utilité sociale des acteurs. Hein. Il y en a qui sont plus utiles, plus indispensables que d'autres. Et puis un deuxième élément, je pense, c'est le sentiment qu'ont eu beaucoup de travailleurs sociaux de ne pas être protégés par leur propre institution, ou en tout cas ne pas trop savoir ce qu'ils pouvaient en attendre de cette institution. Mais en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que le paysage a été très contrasté, parce que ce que vous décrivez a été particulièrement sensible dans certains secteurs, notamment, je pense qu'il y a des établissements qui ont fermé, donc du coup, en particulier dans le secteur médico-social, dans le secteur enfant, où les enfants étaient renvoyés dans leur famille, même chez les adultes, c'est un peu la même chose. Donc du coup, ça a accentué le sentiment d'inutilité et le fait qu'il n'y avait plus de cadre institutionnel, puisque je touche mon salaire, mais les personnes que je suis censé accompagner, en fait, sont renvoyées chez elles avec des recours à des formes de solidarité primaire, familiale, etc. Et à l'inverse, d'autres établissements qui devaient continuer d'ouvrir, notamment sur la question de l'hébergement d'urgence, puis ça a été vrai aussi pour la protection de l'enfance, c'était vrai aussi pour les EHPAD. Et là, il y a une espèce de monde contraint qui se dessine et auquel le travail social n'est pas habitué. Alors, bien sûr qu'il y a des mesures de justice qui s'imposent, bien sûr qu'il y a des contraintes institutionnelles, budgétaires, etc. Donc, on sait qu'il y a des contraintes, mais là, les contraintes ont été particulièrement fortes et ça a percuté complètement, on peut dire, les cultures professionnelles ou en tout cas les convictions profondes, les valeurs des travailleurs sociaux. Je pense que vous avez raison d'utiliser le terme d'espace. C'est-à-dire que il y a des espaces, il y a des lieux d'innovation, il y a des lieux dans lesquels, et des secteurs dans lesquels l'implication des professionnels a été très forte. Là encore, je dirais que le paysage, il est très contrasté parce qu'il y a eu aussi des phénomènes de repli sur soi, de repli sur des préoccupations statutaires, des replis sur des identités professionnelles qui ont parfois ralenti un peu
les innovations qu'on était en droit d'attendre. Il y a une espèce de… C'est une affaire qui est très compliquée et il y aurait il y aurait un bilan à faire d'ailleurs du Haut Conseil du travail social et des forces en présence à l'intérieur. En réalité, le Haut Conseil du travail social a, bon, d'une part, s'est positionné, on peut dire, un peu tardivement, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu de retard à l'allumage par rapport à d'autres instances, notamment au Conseil de la santé publique. Donc ça, c'est un problème. Euh, il a posé un certain nombre de questions, il a valorisé des pratiques qui étaient tout à fait à valoriser, mais il est resté face à des interrogations pour lesquelles, au minimum, il y a des débats qui sont parfois très forts et très tendus, et parfois qui sont des débats qui aboutissent finalement à aucun consensus du secteur professionnel. Je vous donne deux exemples. Il y a un premier exemple qui est le rapport qui avait été demandé au Conseil du travail social sur justement la distinction ou les relations entre le travail social, le noyau dur du travail social, avec les diplômes d'État, vous voyez, tout ce qui est inscrit dans le Code de l'action sociale des familles, ce que certains sociologues appellent une expression que je déteste, qui est les professions canoniques, hein, parce qu'on n'est pas dans des trucs de ce type. Enfin, il y a quand même il y a eu un rapport qui avait été demandé sur travail social et intervention sociale. Et d'ailleurs, en arrière-plan, on revient sur travail social et secteur de la santé, travail social et économie sociale et solidaire, etc. Il y a eu un échec dans… C'est à ma connaissance le seul rapport qui n'a pas pu être validé in fine, avant la fin de la mandature actuelle du Haut Conseil du travail social. Donc ça, c'est quand même un problème, c'est qu'on n'arrive pas à s'entendre sur ce que c'est que le travail social et ce qu'on peut définir comme orientation stratégique. Et je vous donne un deuxième exemple. Aujourd'hui, une des thématiques fortes qui est avancée, c'est l'aller vers. Comme si les gens n'étaient jamais allés vers les personnes accompagnées, ce qui est évidemment faux. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire, vous ne pouvez pas être dans une position de délivrance de prestations dans un système de guichet. Vous devez aller vers les gens. Vous devez aller vers les gens, essayer de les comprendre, non seulement les aider à s'émanciper, mais aussi contribuer d'une certaine façon à vous émanciper vous-même, à sortir de, de votre cadre institutionnel et aller vers les gens. Sortir, en fait, c'est ça, c'est sortir. Sortir où sortir dans le monde ordinaire, ce qui est absolument ahurissant, c'est-à-dire qu'on soit obligé aujourd'hui de donner ce genre de message. Mais en fait, il y avait un autre message qui avait été porté par le Conseil supérieur du travail social, puis par le Haut Conseil, notamment dans un rapport fameux qui portait sur la place des usagers et qui disait, si on veut favoriser le développement du pouvoir d'agir des personnes, il faut aussi leur laisser un espace pour qu'elles pensent, pour qu'elles aient un espace d'autonomie. Et qui disait, souvent les travailleurs sociaux sont trop proches des personnes. Comme on dit, ils leur prennent la tête, hein, des fois. Et donc, ce rapport qui a été remis en 2015, il développait la thématique du travail social en retrait. Et à l'époque, on s'était évidemment fortement interpellé en disant, au moment où on demande des moyens supplémentaires, ce que vous racontez, c'est qu'il faut faire un travail social en retrait, vous êtes quand même un peu gonflé de dire des choses de ce genre. Mais l'idée, c'était de dire, il n'y a pas de développement du pouvoir d'agir, il n'y a pas d'émancipation, s'il n'y a pas une sorte de prévention des risques d'emprise sur les personnes. Donc, finalement, au bout du compte, on se trouve dans un secteur qui a deux types de messages, qui a deux finalités et qui est obligé de composer avec ces deux finalités. Et ces deux finalités, elles étaient déjà présentes au début de la loi du 2 janvier 2002. C'est qu'il y a une finalité qui est d'aider les personnes à devenir autonomes et à accéder à la citoyenneté. Donc ça, c'est un message évidemment très fort. Et un autre message qui est celui aussi de protéger les personnes. Et la question de l'émancipation, finalement, il faut se dire qu'elle a un double visage. Elle a le visage, bien sûr, de la libération des énergies, c'est pas la bonne expression, mais on va quelque chose de cet ordre-là, quoi. Le côté émancipation, il y a un processus, une dynamique d'affirmation,
de ses potentialités, affirmation de soi, etc. Mais il y a un autre aspect qui est que cette émancipation, ben, elle suppose aussi qu'on foute la paix aux gens, quoi. Enfin, qu'on leur laisse un peu d'espace. Et c'est sûr que parfois, les travailleurs sociaux sont perçus, notamment dans le secteur de la grande pauvreté et de la précarité. Moi, je l'ai vu en travaillant avec ATD Carmonde, ils sont perçus avec une certaine méfiance. Parce que ils s'y croient, comme on pourrait dire, ou parce que ils vont nous dire ce qu'il faut faire, parce qu'ils ont un côté moralisateur. Voilà. Donc il y a ces deux aspects, ce qui fait que la difficulté majeure pour le travail social, alors, évidemment, il y a des difficultés économiques, des difficultés de reconnaissance statutaire, des salaires trop bas, etc. Tout ça, c'est OK, mais il y a une autre difficulté qui est la solitude dans laquelle se trouvent beaucoup de travailleurs sociaux à gérer des finalités qui sont, je vais dire, différentes, pour ne pas dire contradictoires. Je ne sais pas si je suis clair par rapport à ça. Si, si, Pour moi, si, c'est si. un problème central dans la question du positionnement des travailleurs sociaux. Mais est-ce qu'il n'y a pas, du coup, une première étape de leur donner la parole aux travailleurs sociaux sur leur Ah situation de ben, travail réelle? Parce que, bien sûr, effectivement, bien sûr. Non, mais là, c'est entendu. Je force un peu le trait, si vous voulez, pour mettre en avant l'importance de la réflexion sur la pratique et de l'importance des interrogations et des préoccupations éthiques dans le secteur. C'est là où je travaille en ce moment avec le SAMU social de Paris pour leur espace éthique. Donc là, il y a vraiment des préoccupations très concrètes par rapport à ça. Mais évidemment, la condition préalable, vous avez tout à fait raison, cette condition préalable, c'est quand même que on ne peut aider au développement du pouvoir d'agir des personnes accompagnées que si soi-même ou nous-mêmes, on a une marge qui nous permet d'avoir aussi du pouvoir d'agir. Et là, on revient toujours aux mêmes difficultés parce qu'à la fois, il y a un cadre, qui est celui d'un système donné, de politique publique, avec des injonctions. Il y a un cadre économique, enfin, il y a des données sociétales qui jouent beaucoup. Et puis, il y a aussi la revendication légitime d'autonomie des professionnels. Mais bon, c'est comment on arrive à équilibrer les deux. vous y voyez une perspective créatrice, là, dans ces rapprochements Oui, entre… parce que d'abord, il ne faut pas exagérer le clivage. Au CNAM, par exemple, j'étais responsable d'un master de recherche en travail social, mais on a un tronc commun de 200 heures avec le master économie sociale et solidaire qui est porté par Jean-Louis Laville. Et j'ai aussi travaillé avec Jean-François Drapry dans le cadre du CNAM. Donc on a ces deux secteurs se recouvrent. Et d'ailleurs, du point de vue de la réglementation, puisque vous parlez de l'insertion par l'économique, on a beaucoup de structures qui, en fait, j'allais dire, relèvent des deux champs. Pour une part, d'ailleurs, l'ensemble du secteur du travail social aurait quand même tendance à faire un affichage économie sociale et solidaire. Donc, simplement, il y a sans doute peut-être des dynamiques un peu différentes, notamment un rapport aux politiques un peu différent, une conception de la solidarité qui peut être légèrement différente. Donc, il n'y a pas de clivage total entre les deux. Et dans le monde de l'économie sociale et solidaire, il y a énormément de travailleurs sociaux et réciproquement. Je pense que c'est des clivages d'abord qui sont incompréhensibles à l'étranger, hein, mine de rien. Comme d'ailleurs à l'étranger, ils ne comprennent absolument pas du tout comment est organisé le travail social en France. Donc c'est dire qu'on a un problème aussi de lisibilité et de crédibilité par rapport à ça. Mais je fais l'hypothèse que de toute façon, le paysage historique, classique du travail social, de toute façon, il est percuté par les changements sociétaux et il ne va pas pouvoir tenir longtemps comme ça. Notamment sur un point, on l'avait vu à la fin des années 70, lorsque la part de l'internat ou de l'hébergement à temps complet
n'a cessé de diminuer. C'est vrai d'ailleurs aussi des institutions psychiatriques où l'hospitalisation à temps complet a beaucoup reculé. Donc le monde de l'établissement, il s'est considérablement restreint et aujourd'hui il s'articule, il s'ouvre à des logiques de service, mais il s'ouvre aussi à des pratiques associatives dans le milieu ordinaire, etc. Donc ça, il y a des changements qu'on peut tout à fait saisir. On le saisit aussi à travers, j'allais dire, des thématiques de plus en plus fortes quand on parle d'inclusion, quand on parle de logique de parcours, vous voyez, quand on parle de territorialisation, de développement social. Tout ça, ce sont des logiques qui sont à l'œuvre à l'intérieur du champ du travail social. Donc la logique classique qu'on a connue pour des CHRS, etc., je pense que… Alors, tout ça, ça met du temps, bien entendu, mais on sent bien qu'on va vers plutôt une espèce de continuité plus facilitée par des logiques de parcours, une plus grande facilité à faire des parcours qui peuvent mener à des temps en établissement, des accompagnements à domicile, des accompagnements à la rue, des formules tout à fait diverses, originales, comme celles que vous portez. Hein. Oui, c'est effectivement l'enjeu des réflexions qu'ont aujourd'hui les professionnels. C'est l'enjeu. Alors, simplement, il y a d'une part à tenir compte des évolutions structurelles, d'autre part, le souci d'apporter peut-être un regard nouveau. Parce que la valorisation du travail social ne va pas se faire simplement si on compte uniquement sur les autres. Donc, il y a une nécessité à développer une argumentation. La question de l'individu est une question centrale parce qu'on est dans une société qui accentue l'individualisation. Et déjà, Robert Castel avait montré qu'il y avait une ambiguïté parce que à la fois, vous, moi, tout le monde, on a le souci d'être reconnus comme des individus dans notre singularité et notre originalité, et en même temps, on a… Donc, ce qui fait que le travail social, il a toujours été traversé par cette espèce de tension qu'on retrouve d'ailleurs dans deux types de rapports du Conseil supérieur du travail social. Il y avait l'intervention sociale d'intérêt collectif et l'intervention sociale d'aide à la personne. Et ça, on est de toute façon confronté à ça parce qu'il y a un élément, moi je crois que dont on prend la mesure aujourd'hui plus que par le passé, mais ça, je le dis parce que je viens d'un exercice professionnel dans le champ de la santé mentale, donc je suis assez sensibilisé par ça. Mais c'est vrai que l'importance des problématiques psychopathologiques, la dépression des personnes, des addictions, etc., fait qu'on ne peut pas se contenter d'un discours généraliste purement sociologique sur le néolibéralisme. Donc il y a un télescopage, il y a une alimentation réciproque de logique. Alors c'est vrai, oui, on fait porter aux individus, notamment dans des formes de contractualisation par rapport au RSA, bon, si tu ne fais pas un effort, tu n'auras pas de sous et ça sera bien fait pour toi. Donc il y a des logiques comme ça d'abandon de public et de renvoi à leur responsabilité individuelle, ce qui est quand même très inquiétant et très grave. Et en même temps, il y a une réalité aussi qui est la demande des personnes elles-mêmes, n'est pas simplement qu'une demande sociale collective, mais qui est aussi une demande sociale d'individus et qui disent, mais moi, quand je serai vieux, je ne veux pas être traité comme mes parents ont été traités. Et moi, le moi est quand même dans l'air du temps, quoi. Et quand Castel faisait la distinction entre un individualisme positif et un individualisme négatif, on retrouve l'idée d'une tension entre deux pôles. Et je crois qu'il faut effectivement dénoncer les logiques libérales et néolibérales. Et il faut être attentif aussi quand même à ce que les personnes qui le dénoncent, elles ont aussi le souci qui est en lien avec des valeurs démocratiques aussi. J'appartiens à un espace public, mais j'y appartiens avec mon vote, avec mes colères, avec mes émotions, et puis et je dois avoir un espace pour pouvoir m'exprimer. C'est pour ça que je reviens sur la question de l'emprise. Il faut s'en méfier parce qu'il peut aussi y avoir une emprise par un discours politique. Donc c'est vraiment pour ça que votre thématique de l'émancipation est une thématique très importante parce qu'elle montre comment
finalement, c'est un processus qui fait qu'il faut passer par des étapes et voilà, des goulots d'étranglement, des galères, on ne sait pas trop, avec une grande marge d'incertitude. Donc, voilà, c'est vrai que maintenant, je reviens d'un colloque qui a eu lieu à Perpignan, dont l'intitulé était Où va le travail social? Je ne dirais pas qu'il va dans un mur, hein, parce qu'il faut rester quand même optimiste pour la vie. Mais enfin, c'est vrai que l'individu qui va dire où il va, le travail social, il est très fort, hein.